Ils étaient 28, même un petit peu plus d'ailleurs, à participer cette semaine à une grande réunion pour aider l'Ukraine et surtout empêcher la Russie de nuire. Est-ce que c'est totalement illusoire? Est-ce que les initiatives occidentales ont effectivement des chances d'aboutir? C'est le temps des cartes. Et comme chaque semaine avec Aurélien Duchesne. Bonjour Aurélien. On parle effectivement de 28 pays qu'on a listés pour vous. Les voici, les 28 pays, sous bien sûr l'égide de la France, puisque c'est elle qui organisait cette réunion en visioconférence. Qu'est-ce qu'on en attendait et qu'est-ce qu'on en a surtout fait de cette réunion? Est-ce qu'on a abouti à des choses concrètes? Il y avait un premier but à cette réunion, c'est de montrer que le soutien des Occidentaux à l'Ukraine ne fléchit pas, avec évidemment désormais le leadership qui est celui de la France. Et concrètement, qu'est-il sorti de cette réunion? Tout d'abord, l'idée d'avoir des groupes de travail, des pays. Tous les pays présents s'engagent à travailler avec un focus précis sur telle ou telle thématique, les drones, l'artillerie ou encore le soutien humanitaire par exemple. Et l'autre aspect de ça est que désormais, après cette réunion, il y aura des réunions régulières. On parle déjà de réunions ministérielles en avril. L'idée, c'est que quoi qu'il advienne, dans les mois qui viennent, on continuera le soutien à l'Ukraine et on continue de travailler ensemble pour maximiser l'efficacité du soutien. Réunion qui s'est donc faite avec des ministres, mais surtout Emmanuel Macron, lui de son côté, il a rappelé que tout cela était effectivement une question de survie et lui-même depuis Prague l'a redit. Écoutez. Nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche. On ne veut jamais voir les drames qui viennent. On ne veut jamais voir ce qui se joue. Et je crois que nos deux pays ont conscience de ce qui est à l'œuvre en Europe. Déclaration faite depuis la Tchéquie, donc, sachant que la Tchéquie, justement, elle avait annoncé il y a quelque temps que, alors c'est cet homme, le Premier ministre tchèque, qui avait dit il y a 800 000 obus que l'on peut trouver, notamment en Europe, et qu'on doit livrer à l'Ukraine. Alors ces 800 000, il les a pas encore. En revanche, pour les envoyer, c'est vrai, à l'Ukraine, il a quand même trouvé une solution lui-même. Il va en payer 300 000. Est-ce que ça, c'est une initiative qui peut vraiment faire la différence ? Oui, à deux niveaux. La première est qu'on prend acte du fait qu'en Europe, nous ne sommes pas capables aujourd'hui d'aller suffisamment loin dans notre propre production et nos propres stocks pour aider l'Ukraine. Et il y a un changement de logique désormais qui est d'aller chercher des munitions partout où elles se trouvent. On parle à la fois d'obus, alors ici, de 122 mm, standard pour les armes soviétiques, ou de 155 mm, standard OTAN, des armes comme les canons César. Et le fait que des pays comme la France se rallient à cette initiative est un changement majeur, car la France, jusqu'ici, se refusait à l'idée de financer des armements qui soient produits hors d'Europe, de l'idée qu'il faut défendre la souveraineté et la production européenne. Désormais, on se dit, ce qui prime, c'est l'urgence absolue. On a une Ukraine qui, aujourd'hui, a un déficit de munitions par rapport à la Russie, ce qui explique en grande partie les revers qu'on a vus à Avdiivka, par exemple. Désormais, l'urgence est totale et il faut trouver des munitions où qu'elles se trouvent. Et on voit là que ces pays d'Europe centrale, j'insiste, Europe centrale, on dit souvent les pays de l'Est, il y a bien l'Europe centrale et l'Europe orientale. C'est l'Europe centrale qui a une menace existentielle de la part de la Russie et c'est elle qui est la manœuvre pour vraiment faire en sorte que le soutien à l'Ukraine ne fléchisse pas. Justement, autre pays de l'Europe centrale qu'on a mis en surbrillance, c'est la Pologne, parce qu'il ne s'est pas passé quelque chose de totalement anodin. Ce qui s'est passé, c'est ceci. Belles images d'ailleurs de nos engins, nous, Français, qui ont été utilisés pour des exercices. Exercices de qui? Pourquoi? Est-ce que ça a là aussi vraiment une importance? C'est un exercice en ce moment même de 20 000 soldats de différents pays de l'OTAN, on voit ici des Français ou des Allemands, dans le cadre du plus grand exercice depuis la fin de la guerre froide, l'exercice Steadfast Defender, plus de 90 000 soldats, c'est du jamais vu depuis plus de 30 ans. Et là, on a un exemple ici, cette rivière, ce fleuve, la Vistule, qui est l'un des plus grands fleuves d'Europe en Pologne. Et bien avec l'OTAN, on réapprend à faire des capacités, on le voit, de franchissement. Pourquoi ? Parce qu'on a vu en Ukraine, notamment sur le front du Dniepr, le grand fleuve qui coupe l'Ukraine, que ce genre de manœuvre est extrêmement compliqué, ça peut bloquer une offensive. Et bien là, on voit qu'on se prépare à tous les scénarios d'engagement majeur dans le cadre d'une guerre. Ça, c'est le fleuve, la Vistule, ici, dans le cadre d'une guerre éventuelle contre la Russie. Alors, il y a également la Moldavie, parce que sa présidente a déclaré cette semaine, je crois même que c'était hier, qu'il fallait arrêter Poutine. Et force est de constater que, avec la France, on a signé un accord qui dit quoi? Alors, on le précise, car il y a eu beaucoup de confusion sur cet accord. Il n'y a pas une alliance militaire entre la présidente Maia Sandu et la France. Il y a un accord qui a deux grands objectifs. Le premier, c'est d'améliorer la capacité de résilience, de résistance de la Moldavie aux opérations de déstabilisation. Je pense par exemple à la guerre informationnelle. Et l'autre aspect de ça, au-delà des aspects de sécurité, il y a la question de l'intégrité territoriale de la Moldavie, car si on regarde la carte, il y a cette fameuse région ici de la Transnistrie, cette petite région qui est dans les faits sous occupation russe depuis 1992, avec des troupes russes
qui entretiennent un pouvoir séparatiste en réalité aux ordres de Moscou. Eh bien, ce que veut la France, c'est éviter à tout prix une redite du scénario ukrainien et de faire en sorte que la démocratie Moldavie qui veut adhérer à l'Union européenne, on le rappelle, ne soit pas déstabilisée par la Russie dans les années qui viennent. Justement, puisqu'on parle de cette région-là, il y a une autre carte, puisqu'on en a vous montré des cartes, qui est très intéressante, c'est celle voulue par Dmitri Medvedev, l'ancien président russe. Alors lui, voilà comment il voit le redécoupage de la zone une fois que l'Ukraine a été capturée par la Russie. Certes, il prend la majorité, mais il fait croquer les copains, j'ai envie de dire. Il essaye de faire en sorte que d'autres pays à côté puissent en profiter. C'est quoi? C'est une manière de les convaincre, de laisser faire? C'est délirant. Alors évidemment, ça vient de l'idée que l'Ukraine n'est pas un vrai État et que c'est tout simplement un assemblage de morceaux d'autres pays. Par exemple, ça, ce sont les territoires que la Pologne dominait, mais au XVIIIe siècle. Il n'y a personne en Pologne qui veut récupérer, ici la ville de Lviv, on disait Lemberg à l'époque, personne de sérieux en Pologne ne veut récupérer des morceaux d'Ukraine. Ils semblent quand même laisser Kiev pleinement indépendant. Oui, ce qui est d'ailleurs aimable, j'ai envie de dire. Ce qui est d'ailleurs bizarre parce que la Russie n'arrête pas de dire que Kiev est son propre berceau et que Kiev est une ville russe. Pourquoi ils ont laissé un petit morceau d'Ukraine, on n'en sait rien. Ouais. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que non. S'il y a eu une invasion de l'Ukraine, ce n'est pas parce que la Russie se sentait menacée par l'OTAN, c'est bien parce que la Russie ne considère pas l'Ukraine comme un État. Et on voit bien là ici que la Russie ne se satisfait pas de tous les territoires qu'elle occupe déjà ici, le Donbass et la Nouvelle-Russie, et qu'elle veut la totalité ou presque de l'Ukraine pour elle et qu'elle ne s'arrêtera pas là où elle est déjà. On va revenir sur des vraies cartes, pas des cartes fantaisistes, parce que si on élargit encore, on voit qu'effectivement les États-Unis participaient à cette fameuse réunion pour faire en sorte de trouver des moyens de lutter contre Poutine. Alors justement, c'est ce qu'a dit Joe Biden. Lui, il faut résister. Lui aussi a tenu à le rappeler. Écoutez. L'Ukraine peut arrêter Poutine. L'Ukraine peut arrêter Poutine si nous nous tenons aux côtés de l'Ukraine et lui fournissons les armes dont elle a besoin pour se défendre. Aujourd'hui, mon prédécesseur, un ancien président républicain, dit à Poutine, je cite, « Faites ce que vous voulez ». C'est une citation. C'est un ancien président qui a dit cela, en s'inclinant devant un dirigeant russe. Je pense que c'est scandaleux, dangereux et inacceptable. Sauf que Aurélien Duchesne, quand même, là, le président américain, il est de fait un peu bloqué. Financièrement, il a un peu les mains liées. On a vu quand même sur les exemples qu'on vient d'évoquer ici en plateau que la France, elle est, j'allais dire, à l'avant-poste. C'est elle qui a le leadership européen ou pas? Oui, pour la raison suivante, qui est que ça fait depuis des années que la France croit en l'autonomie stratégique européenne et dit à nos voisins européens, un jour, il faudra peut-être faire sans les États-Unis. On était assez peu audibles là-dessus. Nos voisins disaient, notamment les pays d'Europe centrale et orientale dont on parlait, que la garantie de sécurité américaine était, j'ai envie de dire, ad vitam aeternam. On se rend compte désormais qu'actuellement, on a ce blocage de l'aide américaine et que potentiellement, avec un retour de Donald Trump ou d'autres Trumpistes, parce que le Trumpisme ne s'arrêtera pas à Trump, qu'il y a une hypothèque sur cette garantie de sécurité américaine envers l'Europe. Et désormais, la France, qui s'était fortement décrédibilisée en 2022 quand on voulait faire une médiation avec Poutine, là où c'est l'Amérique, il faut le dire, a quasiment sauvé l'Ukraine au début, eh bien là, nous sommes audibles pour dire on devra faire peut-être sans les États-Unis. Et cette autonomie stratégique européenne, désormais, on en parle en Pologne, en Lituanie, en République tchèque, et ça, c'est un changement majeur. Aurélien Duchesne, je vous aime beaucoup, mais vous avez beaucoup parlé. Il y a aussi d'autres experts sur ce plateau, à commencer par Margot Haddad. Bonjour Margot. Aline Lebecq-Reimer, bonjour Aline. Et évidemment Vincent Hegeux, bonjour à vous. Alors justement, la question qu'on peut se poser, c'est, Aline Lebecq-Reimer, je vous la pose à vous, est-ce que ça peut vraiment faire une différence, ces initiatives parfois isolées, parfois conjointes, est-ce que ça peut vraiment faire une différence face à Poutine? Il semble qu'il n'entende rien à tout cela. Je crois qu'il a entendu quand même certaines déclarations qui ont fait mouche, portées par la France. On va entendre tout à l'heure. Ouais. Oui, si, il a entendu bien des choses et ça ne l'arrange absolument pas. Maintenant, ce qu'il faut, c'est maintenir la question de l'unité et surtout résoudre la question des munitions et des obus dont l'Ukraine a énormément besoin. Ça a été rappelé d'ailleurs dans une tribune dans Le Monde par le ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba. Qui disait qu'ils avaient quand même noté la hâte de certains à évacuer le fameux « rien n'est exclu », mais que de toute façon, ils saluaient le courage français et la question de... Mais que tout de même, il restait la question des munitions, parce que quand bien même on envoyait des soldats, pas soldats, d'ailleurs il n'en est pas question, on envoyait des troupes combattantes de toutes les façons, parce que ça a été construit aussi par l'opposition en France de façon assez cynique, c'est pas exactement ça dont il s'agit, mais que de toute façon, quand bien même il y aurait des troupes, elles auraient besoin de munitions et d'obus aussi. Donc en fait, l'urgence absolue
l'urgence absolue pour les Ukrainiens, c'est d'obtenir de la défense antiaérienne, des obus, des munitions, tout en saluant les prises de position de la France qui, en Europe, n'est pas si isolée du tout à ce sujet, contrairement à ce qui a été dit, parce que de plus en plus, certains pays les uns après les autres se rallient à cette idée-là, notamment la Pologne hier, notamment les Baltes, notamment les Tchèques, notamment les Néerlandais. Donc en fait, petit à petit, il y a une musique qui se met en place, pour ne pas dire un orchestre qui se met en place. Et pourquoi la France aussi, qui a toujours été auprès de l'Ukraine, un allié politique sur la question de la diplomatie. Ça a été évoqué depuis de nombreux mois. Au-delà des questions de tel nombre d'obus, tel canon César, etc., il y avait surtout à l'endroit de Paris une attente politique parce que la France est une puissance nucléaire. Et c'est la seule dans l'Union européenne à être dotée. Et dans ce dialogue, tout de même, ça compte parce qu'il n'y avait qu'elle qui pouvait aussi porter des messages aussi forts. Mais on note que depuis quelques jours, contrairement à plein d'observateurs, beaucoup finalement rejoignent cette position. Vincent Hugeux, est-ce que vous pensez qu'effectivement tout ça pourra faire une différence ? Est-ce que justement en se montrant unis, les Occidentaux peuvent effectivement être un poids beaucoup plus important qu'ils l'ont été par le passé ? Et justement jusque-là, on l'a bien vu avec certains désaccords parfois, notamment les Américains qui n'arrivent pas à trouver d'argent. On voit qu'il y a des dissensions au sein même de l'Union européenne. Tout ça est compliqué, mais là on essaye de faire bloc. Il n'y a pas, à mon sens, de meilleur baromètre que la nervosité, la fébrilité, voire l'agressivité des ripostes rhétoriques du Kremlin. Ça prouve que, d'une certaine manière, cette séquence-là a touché un nerf sensible. Porté par l'euphorie factice des victoires récentes, notamment celle de Avdiivka, je pense que Vladimir Poutine a été rattrapé par son fantasme originel. Souvenez-vous de l'époque où il misait sur l'effondrement de l'OTAN, sur le délitement de l'Union européenne, etc., etc. Première erreur. Et là, on le sent. Ce que la propagande russe a essayé de faire de l'ambiguïté du discours sur l'ambiguïté stratégique montre assez, là encore, que ça n'est pas du tout conforme à ce qui avait été anticipé et souhaité. Et je crois que ce qui est le plus difficile à avaler pour Poutine et son orchestre, c'est d'une part des revers cinglants en mer Noire, qui reste quand même une sorte d'humiliation permanente depuis maintenant des mois, mais c'est aussi le fait qu'il y a des éléments très concrets. L'affaire des obus portée par la République tchèque, c'est absolument pas anodin. C'est très important. Quand vous imaginez, même si pour le moment les négociations sont encore en coulisses, qu'on se tourne discrètement ou pas vers des pays comme la Corée du Sud, l'Inde, dont on reparlera sans doute tout à l'heure. Tout à fait, je vous le confirme. Même des tentatives, à ma connaissance en tout cas, vers l'Afrique du Sud. Ce qui peut sembler paradoxal au regard des adhérences idéologiques pro-Kremlin de l'ANC, l'African National Congress, au pouvoir. Voilà. Ça sont des lignes qui bougent. Alors, ça n'inverse pas le cours de l'histoire, mais ça peut infléchir celui de la guerre. Alors justement, on a entendu tout à l'heure Emmanuel Macron parler effectivement de cette possibilité d'envoyer des troupes françaises. Alors c'est vraiment encore une fois quelque chose de très très vague pour l'instant, mais des troupes françaises en Ukraine. Il s'en est expliqué justement, écoutez. Allez plutôt demander au président Poutine ce qu'il est prêt à ne pas faire. Qui a lancé la guerre en Ukraine ? Vladimir Poutine. Qui menace, quoi que nous fassions, quoi que nous disions, avec l'arme nucléaire ? Le président Poutine. Tournez-vous tous vers lui pour savoir, lui, quelles sont ses limites stratégiques. Mais si chaque jour, nous expliquons quelles sont nos limites, face à quelqu'un qui n'en a aucune et a lancé cette guerre, je peux déjà vous dire que l'esprit de défaite est là qui rôde. Pas chez nous. Effectivement. Et du coup, la réponse du Kremlin a été quasiment immédiate. La voici. Une chose est claire, M. Macron est convaincu de sa ligne pour infliger une défaite stratégique à notre pays. Il continue d'augmenter le niveau d'implication directe de la France dans cette guerre. De notre point de vue, cela n'est en rien dans l'intérêt des Français. Et oui, Marc Haddad, c'est exactement ce que décrivait Vincent Hugeux à l'instant, c'est-à-dire qu'en effet, si on répond du côté russe et qu'on répond avec cette fermeté, c'est bien que ça nous atteint un peu, que ça nous fait au moins un petit peu peur.
Et on répond surtout en insistant toujours sur la même rhétorique qui est voulue par le Kremlin, c'est-à-dire la division au sein des sociétés occidentales et d'un Occident décadent. Et donc, forcément, ça montre aussi qu'il n'y a pas d'arguments réels face à justement les arguments évoqués par le président Emmanuel Macron. Il y a une formule qui a été évoquée hier par le ministre des Affaires étrangères en Lituanie en conférence de presse, en disant « Notre but, c'est de faire la guerre à la Russie sans lui faire directement la guerre ». Et donc, concrètement, ça montre encore une fois que rien n'est exclu, c'est-à-dire pas de troupes, par exemple, sur le territoire russe, mais que pour le moment, il faut réinstaurer ce rapport de force, redevenir une puissance d'équilibre, comme c'est un peu la marotte du gaullisme, c'est-à-dire revenir sur la scène internationale, essayer d'avoir un rapport de force, tout en incluant la Russie au cas où il y a potentiellement un jour des négociations autour d'une table, avoir ce poids dans notre camp, c'est-à-dire dans le poids du camp de la France et de l'Ukraine, dans le camp des alliés, pour pouvoir justement avoir de réelles négociations. Si vous êtes face à un Occident faible et que la Russie a toutes les cartes en main, ça ne s'appelle pas des négociations, ça s'appelle plier. Oui, bien sûr. Donc, il fallait réinstaurer ce rapport de force, montrer que concrètement, les alliés, les Occidentaux, même sans les Américains, eh bien, on était un interlocuteur sur la scène internationale, que Vladimir Poutine n'a pas seulement à parler à Donald Trump s'il est élu, s'il veut justement trouver une solution et sortir de cette invasion qu'il a créée lui-même, que la France peut également être un interlocuteur sérieux et de force sur la table des négociations. Vincent. Il m'est arrivé, y compris sur ce plateau, d'imputer les atermoiements initiaux d'Emmanuel Macron à un manque du sens tragique de l'histoire, qui était au fond un effet générationnel, cette illusion de la paix perpétuelle qui est sortie de l'après-Deuxième Guerre mondiale. L'honnêteté commande de dire que le président français a suivi une session de rattrapage intensive et qu'il a enfin, effectivement, compris le véritable agenda à la fois idéologique et militaire de Vladimir Poutine. Et j'ajoute, alors pardon, vous allez peut-être trouver ça un peu trivial, qu'il y a une dimension, à mon sens, électorale. D'abord parce que les élections, on le sait, sont des vecteurs d'influence russe ravageurs. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu en France, on le voit en Europe centrale. Mais aussi parce qu'on sent bien que à la veille du scrutin européen, la mouvance présidentielle, qui se sait en retard sur le Rassemblement national, a choisi, c'est parfaitement clair dans les discours aujourd'hui, de taper très fort sur le thème de la collusion, de la mansuétude, voire de la complicité de l'extrême droite française avec la Russie. Il y a une part d'insincérité là-dedans, on ne le fait pas que pour des questions internationales et géopolitiques. Ne sondant ni les reins ni les cœurs, je ne peux pas estimer le degré de sincérité des propos des uns et des autres. Ce que je dis, c'est que ça contribue sans doute à... Il y a une sorte de dramatisation qui, à mon avis, est parfaitement fondée, pour la raison que j'ai exposée à l'instant, mais qui aussi peut concourir à cliver l'échéance électorale qui vient. Aline Levecq-Reimer. Ce qui contribue aussi dans ce changement de cap, si je puis dire, c'est aussi la confiance à accorder à ce que les Ukrainiens disent depuis des années et qui a fini par être documenté, vérifié. Et oui, l'Ukraine disait vrai. Ce qui contribue aussi, c'est la façon dont la Russie attaque et agresse déjà. Donc ils sont dans une posture de renversement permanent en se mettant, eux, en position d'agresser, de victime. Mais c'est très exactement l'inverse de la réalité. Qui attaque, qui agresse et attaque des pays européens, dont la France, de ce qu'on appelle de façon un peu en euphémisme, d'attaques hybrides. Enfin, c'est des attaques extrêmement sévères. Quand on a une puissance étrangère qui prend d'assaut, même de façon cyber, par exemple le site d'une institution telle que l'Assemblée nationale ou un hôpital, ou envoie des agents, ou comme hier, on l'a vu, en fait, il y avait des agents russes place Vendôme dans ce moment d'inscription de la liberté pour les femmes
avorté dans la Constitution, il y avait des agents avec un accent à couper au couteau qui se réclamaient ukrainiennes. Évidemment, c'est faux pour lui rappeler les accords de Minsk, etc. C'est ça, c'est de l'ingérence. Donc en fait, c'est ça aussi qui contribue, je pense, au-delà d'un cynisme politique, ça contribue aussi. Et je voulais rappeler le cynisme politique d'une partie de l'opposition qui a sauté sur le poil de cette affaire de rien n'est exclu pour envahir l'espace informationnel, si je puis me permettre, on envoie des troupes combattantes dans les tranchées en Ukraine, ce qui n'a jamais été dit, jamais. Et tous ceux qui sont sortis avec je n'irai pas mourir pour le Donbass, pour Nikolaïev ou pour Odessa, qu'ils se rassurent, personne ne leur a jamais rien demandé. Il n'y aura, quoi qu'il arrive, même si rien n'est exclu, aucune mobilisation générale de jeunes Français civils pour aller se battre. Justement, Aurélien Duchesne, la question quand même qu'on se pose, c'est si jamais on devait, encore une fois tout ça est très hypothétique, voire très lointain, si on devait effectivement envoyer des troupes en Ukraine, tout le monde n'arrête pas de dire ça fâcherait Poutine. Mais c'est-à-dire, c'est qu'il ne va pas de fait nous viser avec des missiles. Qu'est-ce qu'il peut faire jouer sur la diplomatie, créer des fameuses cyberattaques. C'est quoi le risque pour nous concrètement ? Si ce sont des troupes non combattantes, par exemple, on parle beaucoup d'envoyer des hommes pour faire du déminage ou pour sécuriser des lieux. Certains se disent même, il peut aussi y avoir l'idée, par exemple, d'avoir des hommes qui seraient à Kiev ou à Odessa, c'est-à-dire des villes qui ne sont pas évidemment aujourd'hui sur la ligne de front, mais il y aura l'idée de mettre des forces un peu, quelque part, prépositionnées. Il y aurait une portée dissuasive. Une présence, ouais. Là, finalement, il s'agirait de faire la même logique que ce qu'on fait aujourd'hui. On l'a montré dans un autre temps des cartes, d'ailleurs, d'avoir des soldats français en Estonie. Ce n'est pas 300 soldats français qui vont repousser une invasion russe, mais il s'agit de dire nous sommes là, donc si nous prenons des balles russes, on déclenche le scénario du pire, c'est dissuasif. Si maintenant on en vient au scénario du pire, c'est-à-dire d'avoir des affrontements directs, c'est déjà arrivé d'avoir des affrontements entre puissances nucléaires sous la guerre froide. On a vu ça pendant la guerre de Corée, on a vu ça dans d'autres régions du monde, d'avoir une guerre qui n'est plus par procuration, où les Américains, par exemple, se battraient derrière le dos des Ukrainiens et les Russes l'ont fait en Syrie. Voilà, on a vu ça à d'autres moments. La grande inconnue, évidemment, c'est que là, on serait dans vraiment une guerre ouverte. On aurait mais qu'est-ce qu'on risque alors ? Là, ça devient une guerre conventionnelle sous le seuil du nucléaire. Enfin, qu'est-ce qu'on risque de gagner ? Oui, moi, je suis de ceux qui pensent qu'on finira très probablement en guerre conventionnelle sous l'ombre du nucléaire, c'est-à-dire qu'on ne franchira pas ce seuil, mais on peut aller très loin dans l'intensité de conflit sans jamais... Par exemple, les Russes et les Chinois se sont battus quand ils avaient tous les deux déjà l'arme nucléaire. Ça ne les a pas empêchés de se battre pour des îlots sur le fleuve Amour qui marque la frontière entre la Sibérie et la Chine. Il peut y avoir des guerres conventionnelles qui peuvent faire de nombreuses victimes entre l'OTAN et la Russie sans une guerre nucléaire.